qui nous pitch. C'est la société Didasks. Donc la présentation sera faite par Monsieur Lisson Thierry. Didasks est une plateforme de formation digitale qui est basée sur les sciences cognitives. C'est une méthode fondée scientifiquement pour des apprentissages durables. La parole est à vous. Vous allez voir qu'on va être très intelligent à la fin du pitch. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour assister à cette présentation et merci à la Digital Learning Academy de nous avoir proposé de venir présenter. Donc je vais vous présenter Didasks, qui est une start-up que j'ai cofondée il y a 2 ans maintenant. Et qui est effectivement une plateforme d'apprentissage, de formation digitale, dont le fonctionnement est basé sur les résultats de la recherche en sciences cognitives. Le problème auquel on cherche à répondre, je dirais, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais on se situe à ce niveau-là. C'est la question de comment est-ce qu'on peut former en obtenant de véritables résultats d'apprentissage. Ça peut paraître à la fois complètement trivial parce qu'on se dit que c'est la finalité de toute formation, mais en fait c'est une question auquel on a finalement assez peu de réponses. Beaucoup des outils, des technologies qui sont proposées, et qu'on a à notre disposition, moi-même j'enseigne et j'ai été le premier à en jouer un peu, ne nous guident pas beaucoup finalement sur les manières de faire et les manières de former pour s'assurer qu'à la fin de la formation, nos apprenants soient capables de faire des choses, d'analyser des situations, de résoudre des problèmes qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Et je pense que c'est ça la finalité de toute formation. Donc comment aujourd'hui on peut utiliser les technologies digitales, mais même former de manière générale pour aboutir à ce résultat ? Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre sur le fait que c'est évidemment un problème énorme, un problème pour chacune des organisations, des entreprises dont vous venez, probablement pour tous les établissements d'enseignement supérieur, pour l'éducation nationale. C'est un problème de société. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins de formation croissants auxquels on fait tous face, mais tout en ayant en tête la question du retour sur investissement, d'avoir un retour sur investissement soutenable, parce que tout ça, on le sait tous, ça coûte cher. Ça coûte cher de former, ça coûte cher de former efficacement. Donc comment on fait pour être dans un modèle qui soit viable tout en étant efficace ? Pour essayer de répondre à cette question, on a réuni toute une équipe. On est aujourd'hui Didasks, une équipe de 8 personnes. On est en train de clore aussi une levée de fonds qui va nous faire passer à une équipe de 15 personnes là très prochainement, qui réunit à la fois des chercheurs, tout d'abord. Donc moi-même, je suis chercheur à l'École d'économie de Paris. J'ai fait ma thèse à l'École normale supérieure sur les sujets de mixité sociale, d'inégalité scolaire et de pédagogie. Et j'ai piloté à l'École normale supérieure pendant 10 ans des dispositifs pédagogiques pour aider des lycéens à se préparer aux études supérieures, qui m'a beaucoup sensibilisé sur ces sujets. Donc on est à la fois des ingénieurs pédagogiques, une équipe de développement également, et des équipes de business développement. On travaille en partenariat avec le département d'études cognitives de l'École normale supérieure, avec qui on a développé toute notre technologie, et également avec le laboratoire de recherche informatique de Centrale Supélec pour la partie data science. Pourquoi est-ce qu'on a réuni cette équipe ? Parce que pour répondre à cette question de l'efficacité de la formation, on est plusieurs chercheurs à avoir fondé cette entreprise, et pour nous, il nous semblait indispensable, vu l'ampleur de l'enjeu, de faire les choses de manière sérieuse et d'essayer de s'appuyer sur ce que la science nous dit de plus solide aujourd'hui. Quand je dis science, je ne pense pas à n'importe quelle science. Moi, j'ai une approche qui est très... je crois beaucoup en la science empirique, inductive, qui s'appuie sur des faits, des expérimentations rigoureuses. Je suis assez peu tenant de tous les courants plus anciens qui consistent à construire des grandes théories sur le cerveau, sur la manière dont les choses fonctionnent, et d'en découler des conclusions dont on sait qu'elles se vérifient à la fin assez peu sur le terrain. Et c'est vrai que ces les 10-15 dernières années, c'est structuré tout un champ scientifique qui nous apprend beaucoup de choses sur les quelques piliers qui fait que les gens apprennent vraiment durablement et retiennent les choses et sont capables de les mobiliser une fois que la formation ou le cours est passé. Le premier, c'est la question de l'engagement. L'engagement de l'apprenant, alors on en parle beaucoup, c'est suite à toute
une grande période de l'e-learning que vous connaissez sûrement tous et dans lequel on a eu assez peu d'engagement dans les outils existants. Donc c'est évidemment une problématique énorme. Alors c'est à la fois une problématique essentielle. Ce que la recherche dit surtout sur ce sujet, et nous c'est le pilier sur lequel on s'appuie chez Didas sur ce sujet, c'est que l'engagement de l'apprenant, il se crée à partir du moment où vous arrivez à placer devant chaque apprenant un défi qui est calibré en fonction de son niveau initial. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le challenge que vous posez, qu'on pose à l'apprenant, soit à la fois suffisamment compliqué pour être challengeant, précisément. Quelque chose de trop facile, ça n'intéresse absolument personne. Je crois que c'est les game designers qui, dans le monde des jeux, de la gamification, l'ont le plus compris. Et en même temps, suffisamment à sa portée pour qu'ils se disent que c'est possible. Que c'est possible de réussir ce challenge. Et vous perdez l'engagement et l'attention de l'apprenant dès que vous êtes trop dans la difficulté ou quelque chose de trop éloigné de lui, ou quand vous êtes sur quelque chose de trop simple qu'il connaît déjà. On a tous vécu, je pense, des formations auxquelles on est arrivé, dans lesquelles on connaissait déjà les 3/4 de ce qui a été expliqué, et c'est à peu près la meilleure manière de perdre l'attention d'absolument tout le monde. Et c'est vrai que cet aspect est compliqué à mettre en place parce qu'il demande un aspect de personnalisation. Mais voilà, l'engagement, ça ne suffit pas, hein. J'essaie de le marteler à chaque fois que j'interviens parce que ça me semble important. Vous pouvez être aussi engagé que vous voulez si vous apprenez d'une mauvaise manière, si vous avez avec des mauvais contenus, en interagissant mal avec les contenus, vous pouvez être engagé, vous ne retiendrez rien à la fin. Ce qui est essentiel, ce que les sciences cognitives ont vraiment démontré, ce qui est fondamental, c'est qu'au cœur de l'apprentissage, que la mise en pratique, que les exercices soient au cœur des apprentissages. On apprend avant tout au moment où on s'exerce, pas quand on est le récepteur passif de contenu, aussi bien fait soit-il. Vous pouvez faire les vidéos les mieux scénarisées que vous voulez, faire les meilleurs schémas. Si la personne ne mobilise pas ce qu'elle a appris pour essayer de résoudre un problème, elle n'apprendra pas. Pourquoi ? Parce que c'est au moment où on essaie de mobiliser la connaissance et les compétences qu'on se rend compte de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est la première chose qui va faire qu'on apprend. Et ensuite, parce que le retour d'informations correctives ou le feedback va nous permettre de réajuster nos schémas mentaux. Finalement, c'est comme ça, on sait tous que les bébés apprennent. Je veux dire, ils renversent le verre, l'eau tombe, donc il comprend, l'environnement lui renvoie cette information, et donc il réajuste ses manières de penser. Et en fait, on l'accepte très bien chez les enfants. En fait, chez les adultes, c'est exactement pareil. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a tous appris, on l'a appris parce qu'on l'a mis en pratique à un moment, on s'est trompé, on a réajusté, on a réessayé, etc. Et ça peut paraître à la fois trivial, et en même temps, au fond, quand on regarde une grande majorité, enfin beaucoup de formations ou de cours qui sont faits, on voit l'exercice, l'évaluation, essentiellement comme une modalité d'évaluation sommative à la fin de la formation. Beaucoup, par exemple, de MOOC, quand vous les regardez, vous avez énormément de contenu, de vidéos, etc. Ce n'est qu'à la fin que vous avez un peu d'évaluation, alors que c'est précisément à ce moment que les personnes apprennent. Le troisième pilier, vous en avez sûrement entendu parler sous d'autres termes, on en parle souvent sous le terme d'ancrage mémoriel, c'est le fait que pour apprendre durablement, il ne faut pas masser l'apprentissage, c'est-à-dire passer 3 heures sur un sujet, il vaut mieux y passer qu'1 heure, ensuite se laisser suffisamment oublier pour revenir sur la connaissance, sur le sujet plus tard. Plus on espace, plus quand on revient, l'effort est important, plus ça paraît difficile, mais plus en contrepartie, on oublie moins vite. Donc ça fait partie de l'un des grands résultats de la recherche. Et en fait, voilà, je m'arrête là pour cette partie, ce que nous on essaie de faire chez Didask, c'est de vous aider à mettre en pratique ces principes, parce qu'ils sont jolis, on les connaît parfois ces principes, mais comment on fait concrètement pour les mettre en pratique ? Donc chez Didask, on propose dans l'offre Didask, il y a 3 choses à différencier. La première, c'est une méthode pédagogique. On a développé une méthode pédagogique avec le département d'études cognitives qui permet d'articuler toutes ces bonnes pratiques qui ont été démontrées par la recherche scientifique. Pour vous aider facilement à concevoir des parcours de formation personnalisés et efficaces, fondés scientifiquement sur n'importe quel sujet de formation. C'est ça qui est important aussi de se souvenir, c'est que tous ces résultats que je vous ai montrés, ce sont des résultats qui ont été démontrés et répliqués sur des tas de sujets de formation différents, des connaissances académiques jusqu'à des compétences métiers, voire même des compétences sociales, et aussi à tous les âges. Donc d'abord, c'est la méthode. Ensuite, ce qu'on a développé, c'est une technologie universelle pour vous aider à réorganiser votre patrimoine pédagogique, dont vous disposez souvent déjà, dans vos plateformes existantes ou dans tous les contenus que vous avez pu créer jusqu'à maintenant,
mais pour les réorganiser de manière méthodique et améliorer ainsi leur efficacité en termes de résultats d'apprentissage. Donc ça, on le fait essentiellement via notre propre plateforme. On a une plateforme qu'on met à disposition avec un espace de formation privée, mais on peut aussi utiliser la technologie pour l'implémenter à l'intérieur de votre plateforme. La dernière dimension, qui est évidemment essentielle aussi, c'est que l'architecture pédagogique qu'on propose a été pensée de manière extrêmement modulaire pour répondre à un problème essentiel, qui est comment est-ce qu'on rationalise l'investissement dans les contenus. On sait tous qu'investir dans les contenus, formation digitale, c'est cher. Souvent, c'est cher et c'est peu pérenne. Donc, c'est vraiment un problème auquel on a voulu répondre en imaginant un format pédagogique qui va vous permettre très facilement de réutiliser dans le temps, de réadapter dans le temps vos contenus de formation, d'une part, et d'autre part, de les commercialiser éventuellement, soit en tant que vendeur, si vous concevez des contenus, si vous êtes un organisme de formation par exemple, que vous souhaitez revendre vos contenus, mais en faisant facilement du sur-mesure, parce qu'on sait que c'est la problématique sur ces enjeux de commercialisation, soit en tant qu'acheteur, pour pouvoir repartir de contenus existants, sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, concrètement. Voilà. Donc là, on est sur... Donc c'est une plateforme... Ah, pardon. Il faut que je le remette en... C'est bon. Voilà. Donc c'est une plateforme web en cloud dans laquelle donc chaque organisation, entreprise dispose de son espace de formation auquel n'ont accès que ses apprenants. À l'intérieur, on diffuse des formations. Donc vous pouvez à la fois avoir des formations pour vos formations en interne, aussi faire des formations pour les proposer en externe. Vous pouvez évidemment les gérer, les proposer à des groupes différents. Alors, et ensuite, pour bien comprendre la manière dont les choses sont structurées, évidemment, c'est bon, c'est en train de revenir. La connexion revient. Voilà. Une formation est faite de cartes. Donc ça, c'est l'architecture de la plateforme. Et ensuite, une carte est faite de capsules. Là, je rentre à l'intérieur de cartes. Ça va venir. Je finis par me mettre sur ma 3G. En attendant que ça revienne, j'avais anticipé, j'avais préparé des pages déjà chargées. Voilà. Donc là, c'est une carte de formation Didasque, par exemple. Une carte est organisée en capsules. Donc ce sont les petites bulles que vous voyez ici, où en fait, sur la plateforme, on réorganise vos contenus de sorte à les découper de manière très granulaire. Chez nous, donc, une capsule, ce qu'on appelle nous une capsule, c'est une notion, une compétence qu'on va pouvoir travailler en 15 à 20 minutes. Donc on est sur un niveau de découpage qui est très fin, qui va nous permettre de réaliser plusieurs choses. Ensuite, vous voyez, les capsules sont organisées comme ça sous forme de cartes, c'est pour ça qu'elles portent son nom, où les capsules sont reliées entre elles par des liens de prérequis. Donc les cartes se lisent de haut en bas. Donc ici, par exemple, le formateur a indiqué que cette première capsule sur le Big Data et le Machine Learning était a priori un prérequis pour pouvoir commencer cette capsule. Donc une fois que l'apprenant aura validé celle-ci, la deuxième lui sera recommandée. Et une fois qu'il aura validé celle-ci, en revanche, on va lui proposer les 2 capsules suivantes. Donc vous avez déjà un moyen de pouvoir organiser vos contenus de manière beaucoup moins linéaire et rigide que sur la plupart des autres plateformes. Et ensuite, donc, les apprenants vont pouvoir enchaîner les contenus de cette manière. Et ensuite, quand on rentre sur une capsule, le format de ce qu'on appelle une capsule est standardisé également. Une capsule a toujours 2 versants. Il faut que ça rentre dedans. J'espère que ça va réussir à démarrer à partir d'ici. Donc une capsule a toujours 2 versants. Elle a un versant ressources pédagogiques. Donc là, c'est un schéma avec du texte, mais ça pourrait être de la vidéo. Donc ça, c'est le versant plus court au sens passif du terme. Et la capsule doit également toujours contenir
ce que nous on appelle un quiz. Donc un quiz chez Didask, c'est une série de 5 à 10 exercices de mise en application. Si je rentre à l'intérieur du quiz, là j'espère vraiment que la connexion va redémarrer. Ah, ça y est, nous y sommes. Voilà. Donc là vous avez 7 questions dans cette capsule. Donc les questions, ce sont des questions à correction automatique, telles que vous pouvez les trouver sur d'autres types de technologies. Ce qui est important, c'est l'usage pédagogique qu'on en fait. On travaille avec tous les concepteurs de contenu pour réfléchir à chaque fois qu'on conçoit une capsule aux exercices qui permettent vraiment de mettre en pratique la compétence qu'on essaie de développer chez les apprenants. Donc les questions pourront être à la fois des questions de connaissances, comme ici. Donc là, par exemple, en énoncé, vous voyez, dans les énoncés, vous pouvez également avoir des contenus multimédia. Vous pouvez intégrer toute forme de contenu multimédia, vidéo, texte, schéma, animation. Et vous pouvez ensuite... Et voilà. Et ensuite, vous répondez aux questions et vous avez après un feedback avec des explications qui arrivent avec. Donc là, c'est du texte, mais ça pourrait être aussi de la vidéo, du schéma pour permettre de l'expliquer. Et on est sur une plateforme où on apprend vraiment par essai-erreur, par la mise en pratique. L'apprenant, pour valider la capsule, devra réussir à valider l'ensemble du quiz. Donc vous avez toute forme d'exercice de correction automatique. Toute la difficulté, tout le travail qu'on fait avec tous les concepteurs de contenu, c'est réussir à créer des QCM et des exercices de correction automatique. C'est ça la musique très agaçante, d'accord. Moi je finis très rapidement. Voilà, qui permettent de bien mobiliser la compétence. Donc ça, c'est la manière dont les contenus sont organisés. Donc notamment sur les QCM, par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille beaucoup sur les distracteurs. La plupart des QCM, souvent, on tombe sur des QCM qui sont d'assez mauvais QCM parce que les mauvaises propositions sont formulées de manière un peu absurde ou irréaliste, ce qui fait que l'apprenant trouve la bonne réponse par élimination et pas parce qu'il a vraiment compris le sujet. Donc là, on fait un vrai travail avec chacun pour pouvoir créer ces contenus. Ensuite, sur le parcours de l'apprenant, pour que vous puissiez bien comprendre la manière dont ça se passe. Voilà, c'est ici. Une fois que vous avez créé toutes vos capsules avec la série de 5 à 10 questions pour chaque sujet, ce que fait notre plateforme, c'est qu'elle va générer un test de positionnement initial qui va permettre au début de la carte de mesurer pour chaque apprenant a priori quelle capsule il maîtrise déjà ou non. Cet algorithme, en fait, il puise dans les questions les plus pertinentes de chacune de vos capsules. Et ce qu'il va faire ici, par exemple sur cette carte, au total vous avez une centaine de questions. Et bien ici, l'apprenant a commencé par ce petit test de positionnement qui lui a posé une série de 9 questions. Il a répondu à chacune de ces questions, des questions où il a eu faux, des questions où il a eu bon. Et à la fin, ce qui a fait le test de positionnement, c'est qu'il lui a indiqué, a priori, toi, tu maîtrises déjà ces 5 sujets. Ce qui fait que quand il commence la carte, il arrive directement sur une carte dans laquelle il a déjà validé la moitié de la carte et la plateforme l'oriente uniquement vers les capsules qu'il a besoin, lui, de travailler. Ce qui permet d'éviter de faire perdre beaucoup de temps à des apprenants qui maîtrisent déjà une partie du sujet et qui facilite beaucoup la gestion de l'hétérogénéité des niveaux initiaux. Ensuite, les apprenants sont guidés vers les capsules qu'il leur reste à faire et ils travaillent selon la logique que je vous ai dit. Ils peuvent recommencer autant de fois la capsule que nécessaire jusqu'à ce qu'ils aient bien compris. Et le dernier pilier sur l'espacement, donc là vous avez mes 2 premiers piliers, calibrer le défi, apprendre par l'exercice. Et le troisième sur l'espacement, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il aura fait une tentative de la capsule, la plateforme va tout de suite lui recommander les capsules suivantes et va même lui décommander de la refaire tout de suite. Il va essayer de le pousser à laisser reposer la capsule pour ne la reprendre à partir du lendemain, justement pour ne pas masser l'apprentissage. Voilà, donc après vous pouvez avoir ça sur plein de sujets différents. Je vous invite à venir me voir pendant la journée si vous voulez que je vous montre des exemples sur des tas de contenus différents qu'on peut recouvrir, à la fois, encore une fois, des compétences métiers, etc. Dernier aspect, c'est la partie studio. Donc, pour la création des contenus, ça se passe sur un autre espace de la plateforme. Ici, en fait, vous constituez toutes vos bibliothèques de formation, de cartes et de capsules. Donc là, vous voyez ici, j'ai accès à toutes mes bibliothèques. Si je rentre, par exemple, à l'intérieur de cette carte qui était sur la transition énergétique, ici, vous voyez, je la retrouve là. Et ce que je peux faire très facilement, c'est me dire, si je veux la réajuster, je peux me dire, bon bah en fait, ces 2 capsules, elles sont pas utiles ou elles ne marchent pas. Donc j'aurai juste à les supprimer très facilement. Voire je vais même pouvoir me dire, eh ben en fait, il me manque
je vois qu'il manque certains prérequis à la capsule. Donc là, je vais puiser dans ma bibliothèque. Là, par exemple, il me manque des notions, je considère qu'il me manque des notions de mathématiques. Donc là, je récupère des capsules que j'ai dans ma bibliothèque, à moi, ou des capsules que j'ai achetées à d'autres créateurs de contenu sur la plateforme. Et après, il sera très simple pour moi de juste les réarticuler sur la plateforme. Ouais, tout a été pensé de manière très ergonomique et de manière très simple pour que n'importe qui, sans compétences informatiques, puisse créer ses cartes et ses capsules. Même chose pour l'intérieur des contenus. Dans deux secondes. C'est vraiment une interface extrêmement simple d'utilisation. Vous allez pouvoir créer toutes vos questions, importer des contenus métiers médias depuis votre serveur, etc. Si tu as 2 petites minutes oui. pour répondre aux quelques questions, à moins que tu préfères poursuivre et terminer. Non, j'essaie de répondre. Juste pour terminer, alors j'ai juste terminé en 2 secondes pour dire, voilà. Nous, ce qu'on vous propose, c'est 2 choses. La première, c'est on vous accompagne beaucoup dans cette dynamique-là de réorganisation des contenus avec cette logique fondée scientifiquement. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par un diagnostic sur vos besoins, là où vous en êtes en termes d'efficacité par rapport à ce que recommande la recherche, et on essaie d'identifier tout ce qu'il va y avoir à faire et à développer pour pouvoir arriver à quelque chose comme ça. Ensuite, on vous met à disposition un espace de formation, on vous forme à notre méthode, à la méthode pour vous rendre autonome, pour que vous soyez capable, dans tous les projets que vous allez mener après, d'avoir ce mode de réflexion qui est à la fois efficace tel que le nom de la recherche, mais qui est aussi très économe, parce que comme vous l'avez vu, il permet très facilement de réadapter ces contenus dans le temps. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on vous propose des contenus déjà faits. On a un ensemble de partenaires, des créateurs de contenus qui ont développé des cartes de formation sur la culture digitale, sur des sujets comme le handicap. Bref, on a toutes des bibliothèques de contenu sur beaucoup de sujets différents qu'on peut vous proposer également à la location. Alors, accessible sur mobile, il n'y a pas d'application dédiée pour le moment. Là, toute la plateforme a été développée en responsive, donc vous pouvez tout faire sur mobile, mais on n'a pas encore de version native d'application dédiée. Mais c'est évidemment en projet et dans les développements très prochains. Le calibrage est-il lié uniquement à des contenus déjà connus ou peut-on aussi avoir des niveaux de difficulté différents pour un même contenu? Je ne suis pas sûr de comprendre entièrement la question. Excusez-moi. À l'oral, par la personne qui l'a... Oui. En fait, là, vous parlez de personnalisation. Oui. Ce que je vois, c'est qu'il y a une somme de contenu à connaître, Ouais. à savoir, et on teste avant pour voir ce qu'on connaît déjà, et on va me dire, bah voilà ça, vous savez, donc vous pouvez aller faire cette Mais pour moi, de la vraie personnalisation, ce serait que l'outil s'adapte à mon niveau de connaissance et me propose des exercices plus ou moins difficiles en fonction de mon niveau de Bien sûr. connaissance. Est-ce que ça, Oui, mais en fait, ça se fait d'une manière différente, je pense, que de ce que vous avez en tête sur la plateforme. C'est-à-dire que quand vous avez des niveaux de difficulté différents, vous les découpez dans des capsules différentes, en fait. C'est comme ça de la manière dont ça se passe. Mais ça marche très très bien. Hein. Les entreprises et les établissements avec qui on travaille fonctionnent exactement comme ça. Des fois, vous avez des branches où sur une branche, ça va porter sur le même sujet, mais capsule après capsule, on va rentrer dans des niveaux de difficulté de plus en plus élevés, qui va permettre de réaliser exactement ce que vous avez en tête. Tu réponds donc à une des questions que je n'ai pas affichées, mais qui était donc en effet bien de l'adaptive learning. Ah oui, bien sûr. Du coup, c'est de l'adaptive learning. Mais c'est de l'adaptive learning... Enfin, c'est de l'adaptive... Tout n'est pas de l'adaptive learning. C'est-à-dire que c'est bien comprendre, nous, ce qu'on vous propose, c'est pas de l'adaptive learning en soi, parce que l'adaptive learning serait mieux absolument pour tout. Ce que montre la recherche, c'est qu'il y a des aspects qui ont besoin d'être personnalisés pour améliorer les apprentissages, mais il y a des aspects qui n'ont pas besoin d'être personnalisés. Donc on est, nous, sur notre vision de l'adaptive learning, c'est plutôt quelque chose finalement d'assez économe et d'assez sobre, qui se concentre uniquement sur l'essentiel, et sur ce qu'aujourd'hui la recherche démontre comme étant pourvoyeur d'une plus grande efficacité. Et donc, en dédommagement de la connexion un peu lente, une dernière question, même si ça déborde, la liaison avec les LMS. Oui. Alors bon, toute la plateforme a été développée dans tous les standards d'interopérabilité au niveau des SCORM et Tinkanix API pour pouvoir faire le lien en termes d'interopérabilité. Nous, on met en place sur votre plateforme, on met en place, si vous avez déjà un LMS, toutes les modalités d'SSO, d'authentification unique, qui permettent de garder votre portail LMS comme porte d'entrée et où ils arrivent directement sur leur espace Didask en étant déjà connectés. Vous pouvez orienter directement depuis votre LMS vers les différentes cartes et les différentes capsules. C'est l'heure du vote. Merci beaucoup. Merci beaucoup.